le fait que ce qu'on appelle la mémoire dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire notre dette, notre dette à l'égard d'un héritage historique, celui des grandes catastrophes politiques du XXe siècle, le fait que cette mémoire, elle soit devenue une culture en fait. Alors, ce qui est un paradoxe, puisque ce qui s'est joué dans ces catastrophes historiques, c'est ce qu'on appelle beaucoup la barbarie. On s'entend à ce qui se soit déroulé quelque chose comme un effondrement de la culture. Je reviens donc sur ce paradoxe-là. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de critiquer les abus de mémoire, hein, comme on l'a déjà fait, ni de revenir sur les conflits de mémoire, mais plutôt de réfléchir sur le caractère rituel, régulateur, aussi parfois conservateur de cette mémoire, de cette culture, qui se constitue presque en morale, bien sûr, mais aussi en religion, donc avec ses rituels, ses codes. Avec un langage particulier de cette religion de la transmission qu'est le témoignage. Donc je m'interroge aussi sur ces manières qu'on a de sacraliser le témoin, à la fois en prenant en otage au fond ce témoin, ce survivant, et puis en se donnant la mission de relayer le témoin. On a beaucoup parlé de devoir de mémoire et on parle maintenant de passage de témoin. Donc il me semble là qu'il y a une espèce de vision un peu apostolique du témoignage, de christianisation, de la mémoire de la Shoah en particulier, qui à mon avis fait problème. Donc un secteur de la culture qui s'est institué, qui s'est politisé, mais qui s'est aussi académisé, puisque les études mémorielles sont en plein essor en ce moment. Mais il me semble au prix d'un énorme point aveugle, ou de plusieurs points aveugles, dont celui très problématique d'une articulation entre la mémoire occidentale, notre culture occidentale de la mémoire, et les cultures non occidentales de la mémoire, et en particulier ce qui se joue au Proche-Orient. Ce qui est un paradoxe au regard évidemment de notre actualité politique la plus brûlante. Et il me semble justement que notre culture de la mémoire ne nous aide pas à affronter notre présent, notre actualité en particulier politique, alors que précisément la transmission est censée servir à cela aussi. Donc je radiographie un petit peu cette culture de la mémoire sous le signe de la mythologie collective, parfois de l'idéologie, mais aussi de l'utopie. C'est-à-dire que, alors l'utopie c'est un mot que je reprends à Ernst Bloch, philosophe juif allemand proche de Walter Benjamin, auteur du Principe Espérance, et je me demande s'il n'y aurait pas un principe espérance paradoxal dans cette manière-là d'hériter du passé, de vouloir hériter du passé, de l'assimiler. Et en particulier à travers ces mots, mémoire, témoignage, mais aussi catharsis, qui sont des vieux mots, très vieux mots anciens, très chargés, d'éléments juridiques, religieux ou médicaux pour la catharsis, et qu'on investit de sens nouveaux, de missions nouvelles, et qui font de ces mots des pièges, des malentendus, mais justement des mythes, des énigmes aussi, que je cherche à déchiffrer. Donc j'essaye de faire une espèce d'herméneutique de la mémoire, mais aussi, je dirais, d'anthropologie de la vérité, puisqu'à mon avis, cette obsession de la mémoire, c'est une angoisse de l'oubli, et cette angoisse de l'oubli, elle a à voir profondément avec une angoisse de la destruction de la vérité. Une destruction de la vérité qui aurait elle-même partie liée avec ce qui se joue au moment des crimes de masse, même des événements eux-mêmes, qui est une destruction de la réalité. Donc je pense que ça engendre une crise de la vérité très particulière, au long cours, qui ne se limite pas aux conflits des interprétations, ni aux vieilles divisions habituelles de la vérité, mais qu'il s'agit de clivages violents et durables, et qu'il s'agit, à mon avis, de mener une réflexion spéciale sur cette crise-là de la vérité, ce que n'ont pas fait, à mon sens, les philosophes, ou n'ont pas fait aboutir les philosophes, plutôt. Il y a des choses chez Hannah Arendt, chez Derrida, sur lesquelles je reviens, chez Agamben aussi. Mais à mon sens, il faut revenir à ce qu'ont dit, pensé, vécu les témoins précisément, les survivants eux-mêmes, c'est-à-dire donc traverser l'écran de cette culture de la mémoire, de cette sacralisation, et lire de plus près, revenir et approfondir ce qu'ils ont dit eux-mêmes, ce qu'ils ont permis de penser de tout ça, c'est-à-dire de voilà, ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge politique aussi, lorsqu'on le vit, ce qu'est la catharsis, ce qu'est, voilà, donc que disent Imre Kertész, Varlam Chalamov, Julius Margolin ou Aram Andonian, qui est l'un des premiers
historiens et témoins du génocide arménien, que disent ces auteurs, puisqu'ils sont devenus des auteurs de tout cela, de ces notions-là. Qu'est-ce qu'ils permettent de penser? Est-ce qu'on ne peut pas créer un régime de pensée particulier à partir de leurs expériences? Et par là, je ne fais pas un retour au passé. J'essaye plutôt de revenir à une forme de présent, le leur, hein, qui nous permettrait aussi de frayer un chemin à notre passé et donc de revenir de tenter de réhabiter notre présent politique. Voilà.